À l'occasion de la 15e édition des Ailes à La Rochelle, participez au festival qui questionne la place de la femme dans le monde du travail. Découvrez la série de podcasts Elle libère la parole, qui ouvre le chemin vers l'égalité femmes-hommes en laissant la voix à des personnalités bien variées. Ces podcasts sont réalisés par l'équipe du collectif Action Solidaire. Bonjour, je suis Aude, bénévole au collectif Action Solidaire. Grande passionnée de nourriture, de nature, d'écologie et de l'humain, je suis heureuse de vous présenter ce dernier podcast de la mini-série des Ailes à La Rochelle. Nous parlerons du burn-out dans le milieu professionnel et pour ça, je serai accompagnée de Sylvie Bournel, psychologue qui fait partie aussi d'une équipe au service de la prévention des risques psychosociaux. Avant tout ça, je vais vous redéfinir ce qu'est le burn-out. Donc, qui est également appelé épuisement professionnel, selon l'OMS, et pas que, se caractérise par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Ou encore un trouble psychique résultant du stress chronique dans le cadre du travail. On parle aussi d'épuisement donc physique, émotionnel et mental. C'est en 1969 que le terme burn-out a été utilisé pour la première fois et dans les années 70, on réservait l'expression aux personnes travaillant dans le domaine de la santé ou dans le domaine social. Maintenant, on sait que tous les travailleurs, de l'ouvrier au chef d'entreprise, peuvent être exposés au burn-out. Voilà, c'était la petite présentation. Sylvie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous en tant que femme et dans ton milieu professionnel ? Je n'avais pas réfléchi à la question en tant que femme, mais voilà, je suis psychologue depuis une vingtaine d'années. Je dirais que mes différentes expériences professionnelles m'ont amenée à m'intéresser à la question de la souffrance au travail. Et quand je suis arrivée en 2012 à La Rochelle, j'ai fondé le cabinet AGIPS, qui veut dire Agir pour la prévention du stress. Donc c'est un cabinet de conseil en entreprise, mais aussi un organisme de formation sur la prévention des risques psychosociaux. On aura peut-être l'occasion de développer ce que c'est que les risques psychosociaux. Et donc on accompagne les chefs d'entreprise, les organisations, les managers, les équipes ou les salariés de différentes manières. Ça peut être des sensibilisations, ça peut être des diagnostics de risques psychosociaux en entreprise, ça peut être de la formation, des accompagnements de collectifs ou bien des entretiens individuels avec des salariés pour tout ce qui est lié à la prévention de la souffrance au travail. Mais par exemple, si moi, en tant que personne, en tant que particulière, enfin en tant que personne seule, je peux venir te voir aussi, je ne suis pas obligée de passer par mon entreprise. Alors en parallèle, j'ai un cabinet à la maison de santé de Villeneuve-les-Salines où j'exerce en tant que psychologue, psychothérapeute, où là, les personnes qui viennent me voir, elles viennent pour des problématiques qui peuvent être complètement différentes du travail ou bien qui sont liées au travail. Ok. Du coup, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence entre le burn-out et la dépression ? Oui, c'est la dépression, parce que je crois qu'il y a une petite différence quand même. C'est une question assez difficile parce qu'en fait, le burn-out, dans la nosographie médicale, elle peut s'apparenter à des troubles de l'adaptation, à des troubles de stress post-traumatique ou à un état dépressif. Mais en fait, elle n'est pas reconnue comme une maladie. Donc c'est pour ça que des fois on l'apparente aux troubles dépressifs. Mais je pense que la grande différence, c'est que le burn-out a une origine liée au travail et c'est surtout la résultante d'une exposition prolongée au stress, ce qui n'est pas le cas de la dépression, voilà, qui touche toutes les sphères de la vie de l'individu pour le cas de la dépression. Et voilà. Ouais, c'est que c'est sur du plus long terme en fait, le burn-out. C'est que ça dure en fait dans le temps, les symptômes durent plus dans le temps. Les symptômes durent plus dans le temps. En fait, c'est lié à une situation d'exposition à un stress qui va perdurer dans le temps. Okay. Et donc, les symptômes vont se développer au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle plus le stress chronique, du coup. Mais on en reviendra après, j'ai un peu anticipé la question. Du coup, c'est la suivante, justement. Et pourquoi parle-t-on plus de burn-out aujourd'hui ? Donc, moi, je suis partie de ce principe, parce qu'à la fin de la seconde révolution industrielle, on s'est inquiété des conséquences que le travail avait sur la santé des travailleurs. Et la médecine du travail est née de cette inquiétude. Donc, on a tout d'abord cherché à maîtriser les risques physiques liés au travail. Alors, ça peut être des risques d'accidents mortels, des risques de chute, des risques chimiques. Et une fois que ces risques ont été bien maîtrisés, c'est là que les risques psychosociaux, donc je
peut-être le définir juste après, ont explosé. Et aujourd'hui, les entreprises et les organisations, elles ont l'obligation de prévenir ces risques, comme les risques physiques. C'est inscrit dans ce qu'on appelle un document unique, un document où on va mettre les risques qu'il y a dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on fait en prévention en face. Donc les risques psychosociaux, on va parler d'abord, par exemple, on va parler des violences qu'on appelle internes. Donc c'est des violences commises au sein de l'entreprise. Ça peut être entre les salariés, des conflits, des brimades, le sexisme, le harcèlement moral. Ça va être aussi les violences externes qui sont commises sur des salariés par des personnes externes à l'entreprise. Donc des clients qui vont être des incivilités, des agressions, etc. Et le stress au travail. Donc ce qu'on va voir, c'est le stress chronique et l'épuisement professionnel qui va être la forme de mal-être qui va suivre le stress chronique. Donc quand on parle de risques psychosociaux, on parle aussi bien des causes, des facteurs de risque, par exemple l'environnement physique, les relations professionnelles, la charge de travail, mais aussi les conséquences. Ça va être le stress chronique, le burn-out, le stress post-traumatique en entreprise. Voilà. Et les causes vont être les conditions de travail. Enfin, les causes. Ok. Et comment on prévient justement de ces risques ? Comment est-ce qu'on peut prévenir de ces risques au travail ? Comment est-ce que les entreprises ou les salariés peuvent... Au travail, on n'a pas forcément toujours besoin de cette force physique. Et quand les situations vont se répéter, ou si la situation stressante perdure dans le temps, je vais donner peut-être un exemple de situation stressante, c'est une autre hormone qui va être activée qui s'appelle le cortisol. Voilà. Et elle va avoir tendance à puiser dans les réserves. Parce qu'il faut savoir que quand l'adrénaline est activée, après avoir fait face à la situation de danger, on est épuisé, éreinté. Donc on ne peut pas l'utiliser à répétition. Et d'ailleurs, le corps, il est bien fait parce qu'au bout d'un certain temps, si la situation de stress perdure, c'est une autre hormone qui s'appelle le cortisol qui va être là pour qu'on reste à flot, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on parle aussi de fatigue intense, répétée. On a du mal à se lever les matins alors qu'on s'est couché tôt la veille, et qu'on n'y arrive plus, quoi. Du coup, peut-être que tu peux nous parler de des symptômes. Ce serait quoi les symptômes ? Alors, les symptômes, donc, je ne sais plus si on a parlé du stress chronique. Non, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler maintenant si tu veux. Voilà. Vas-y. Donc, quand la situation perdure dans le temps, ou quand il y a une multitude de situations stressantes, voilà, c'est ça, je voulais donner un exemple. Oui. On te demande de réaliser justement le podcast avant la fin de la journée parce qu'il faut qu'il soit diffusé. Ça m'a stressé d'ailleurs un peu. Que tu as dû amener ton ordinateur, que tu n'as pas le bon logiciel, voilà. Donc là, tu vois, tu as la situation et tu l'interprètes comme supérieure à tes ressources parce que tu n'as pas le bon logiciel. Donc, tu stresses. Sauf qu'il va bien falloir quand même que tu répondes à la situation. Et donc, c'est une deuxième interprétation où là, tu vas chercher des solutions, ce qu'on appelle la stratégie d'ajustement à la situation stressante ou le coping. Et là, tu vas chercher un plan d'action où tu vas demander à une collègue est-ce que tu peux me prêter ton ordinateur ? J'en ai pas pour longtemps, etc., etc. Donc, ce qui fait que tu vas répondre quand même à la situation stressante. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'une situation, elle est stressante, mais en général, on y répond quand même. Et il y a une autre stratégie d'ajustement à la situation stressante, c'est ce qu'on appelle le coping passif ou la stratégie d'ajustement passive, où là, en fait, l'objectif, c'est de réduire la tension psychique créée par la situation stressante. Tu vois, tu as toute l'émotion qui rentre comme ça. Et là, tu fais du cynisme, une mauvaise blague, voilà, où tu vas boire une bière de débauche. J'aime bien comment tu le dis de façon très fluide, très naturelle et tellement connue. Ok, oui, ou des fois on peut partir, on peut avoir des moments où on va s'isoler pour aller pleurer, où on va avoir mal au ventre, ou c'est. Alors voilà, c'est ça, c'est que si tous les jours tu es face ou très régulièrement tu es face à des situations stressantes où tu n'as pas les bonnes conditions pour exercer ton travail, au bout d'un moment, le cortisol, il va puiser, donc cette hormone-là, elle va puiser dans tes réserves, et là, tu vas commencer à ressentir des symptômes. Donc, ça peut être des symptômes physiques, des maux de dos, des maux de tête, des troubles digestifs, voilà, des symptômes qui ne sont pas forcément liés que au stress,
Tu peux avoir aussi des symptômes émotionnels, là, tu l'as dit, hein, c'est-à-dire tu as plus facilement la larme à l'œil, tu es plus susceptible, plus irritable. D'ailleurs, des fois, on te le fait remarquer. Hein. Oui, tu parlais de cynisme ou d'énervement beaucoup plus facile envers tes collègues, tes enfants, ta famille, tes proches. Exactement. Et tu vas avoir des symptômes comportementaux qui sont liés souvent à la réaction de stress qu'on disait, la bière de débauche, c'est-à-dire que forcément, tu vas peut-être reprendre la cigarette, prendre du poids ou perdre du poids. Ça, c'est des symptômes comportementaux. Tu vas arrêter d'aller au sport parce que tu n'as plus le temps. Donc là, on va voir qu'il va falloir repérer tous ces changements. Et tu as des symptômes aussi cognitifs. Ça peut être des troubles de la concentration, des difficultés à prendre des décisions, tu perds tes mots, tu te dis oh là là, j'ai Alzheimer ou quoi. Mémoire, voilà. Donc ça a vraiment un impact aussi sur ta façon de réfléchir, ta concentration. Et donc tous ces symptômes font que tu as de moins en moins de ressources et que donc toutes les situations vont devenir de plus en plus stressantes. Et donc là, ça va devenir individuel. On va dire non, mais c'est qu'elle n'arrive même plus à faire un mail. Elle n'arrive même plus à répondre assez rapidement à ce qu'on lui demande. Tu vois, ça se retourne un petit peu contre toi. Et c'est ça le burn-out, c'est que au bout d'un moment, tout s'épuise, tu n'as plus aucune énergie. Et pourquoi on dit alors que les personnes ne le voient pas, par exemple ? Comment on fait pour... tu vois, comment on pourrait faire pour capter qu'on est dans un burn-out, dans ce stress chronique avec tous ces symptômes ? Est-ce que comment on appelle ça ? Est-ce que ce sont par exemple les supérieurs hiérarchiques qui peuvent nous aider à le voir ? Est-ce que c'est la médecine du travail qui peut aider à prévenir ? Toi, tu fais partie justement de la GIPS qui aide à voir tout ça auprès des entreprises. Mais le truc, c'est que les entreprises, elles viennent te chercher, mais c'est pas toutes les entreprises qui le font, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis ils viennent dans la prévention. Hein. Ils m'appellent pas pour quelqu'un qui est en burn-out. Oui. Hein. C'est plutôt le médecin du travail là qui va m'interpeller pour quelqu'un qui est en burn-out. Donc souvent, moi je reçois les personnes, elles sont déjà en burn-out. Oui. Ou bien elles sont en stress chronique, mais c'est parce que leur famille, justement, les pères ou les personnes qui t'entourent disent écoute, moi je trouve que tu as un peu changé, tu es beaucoup plus irritable, ça va pas, je pense que c'est ton travail qui te stresse. Des fois c'est clairement dit en plus. Donc là c'est chouette, si on arrive à l'entendre, il faut y aller. Mais la difficulté, c'est que des fois on n'entend pas. Parce que finalement on a l'impression d'être le seul à le vivre. Non, et ouais, on est dans un espèce de déni, je pense. Et puis, il y a ce truc un peu qui fait partie du burn-out. Ce sont des personnes qui sont ultra consciencieuses et qui sont ultra perfectionnistes. Et moi, je sais que j'ai écouté des podcasts et j'ai des gens qui m'ont entouré, mais c'est vrai que tu avais ce truc de non, mais il faut absolument que je travaille, en fait. Enfin, genre, tu sais, genre ce truc de genre la boîte ne va pas tourner si j'y vais pas, en fait. Si je quitte mon poste, en fait, ça sera pas fait, ça sera mal fait, je peux pas déléguer. Et il y a ce truc aussi, je trouve, du perfectionnisme qui est dur à capter en fait et se dire ok, là je peux lâcher en fait parce que là c'est ma santé qui est en jeu, mentale et physique et psychique, et il faut que j'apprenne à lâcher. Mais c'est dur, je trouve, c'est vraiment dur, parce que quand t'écoutes les gens en fait parler de ça, c'est ce que je te dis, ils sont dans un déni total et ils captent pas, et c'est ce truc de non, je dois y arriver et je vais y arriver. Je dirais que même si tout le monde peut être victime du burn-out, parce que ça va dépendre des conditions de travail, hein, quand même, ça c'est les facteurs principaux. Hein. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, hein, des facteurs réels au travail. Mais je dirais peut-être qu'il y a un profil qui se dégage plus. C'est des personnes qui vont être dans un grand investissement dans leur travail. Voilà. C'est le rapport que l'on a au travail qui fait que nous sommes plus susceptibles de faire un burn-out. Voilà. Je rebondis là-dessus, et tu me dis aussi si toi tu sais un peu où tu as fait cette analyse-là, mais quand j'ai écouté des podcasts récemment, j'ai entendu en fait les personnes qui étaient plus ou moins les plus touchées, ce sont souvent les personnes qui ont moins de 30 ans, les personnes qui sont en télétravail, les femmes qui sont un peu plus touchées que les hommes, et les managers. Et j'ai vu aussi, c'était hallucinant, les chiffres, je les ai plus en tête, mais les managers qui sont touchés de plus en plus par cet épuisement professionnel, depuis 2 ans, c'est des montées en flèche
il y a plus 10 points par rapport à il y a 2 ans de personnes touchées et qui tombent en burn-out, et c'est impressionnant, quoi. Tu veux rebondir là-dessus, ou j'allais te poser la question des facteurs du coup au travail, mais si tu veux, on peut... Moi, je pense vraiment qu'on peut tous être victimes de burn-out. Après, on a vu ensemble, avant l'émission, que c'est très difficile d'avoir des chiffres clairs du burn-out. Est-ce que les femmes sont plus touchées ou pas? On va peut-être en reparler un petit peu plus tard. Mais je pense que c'est surtout... En fait, le rapport au travail, l'importance qu'il y a dans l'importance du travail dans notre définition de qui on est, de notre identité. Voilà. Hein. Il y a des gens qui sont très investis dans leur travail, qui vont être très perfectionnistes. Et donc forcément, c'est des gens qui n'arrivent pas aussi à dire non. Alors, c'est des gens qu'on va surcharger ou on va se permettre de leur donner plus de travail. Donc déjà, tu vois, ça peut créer des facteurs de risque. Et du coup, c'est quoi ces facteurs au travail C'est quoi ces facteurs au travail qui peuvent être vus ou qui causent le burn-out? Cause, le mot est un peu fort, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc il y a la relation entre collègues, il y a la relation au travail, il y a le manque de moyens matériaux, financiers, humains, je ne sais pas. Oui, exactement, il y a tout ça en fait. Déjà, on parle de stresseurs au travail, et c'est intéressant de dire des stresseurs au travail, parce que on va voir que quand la personne elle est en burn-out et qu'elle est extraite de son milieu de travail parce qu'elle est en arrêt maladie, si les stresseurs ne changent pas, eh ben, si elle revient, elle peut refaire un burn-out. Hein. Donc les stresseurs, ils vont être quand même très importants à identifier. Hein. Donc ça peut être des stresseurs intrinsèques à l'environnement physique, ça peut être du bruit, les mauvais agencements des locaux. Vous savez, quand on est en open space, par exemple, on a des difficultés à se concentrer. Voilà, ça peut être des stresseurs liés au rôle dans l'organisation. Est-ce que la fiche de poste est correctement définie? Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté des rôles? Des fois, c'est pas très clair. Voilà, c'est pas très clair dans notre mission. Est-ce qu'elle est clairement identifiée? Ça peut être des stresseurs liés aux relations professionnelles, avec les managers, avec les collègues, le fait de savoir si on est soutenu au travail ou pas. On va voir que ça aussi, c'est très important. Est-ce qu'on est dans un collectif ou pas, hein? Voilà, est-ce qu'on est reconnu? Ça peut être lié au développement de la carrière, absence de reconnaissance, insécurité de l'emploi. Souvent, j'entends des patients qui me disent mon chef, il m'a dit que si j'étais pas content, la porte était là, quoi. Voilà. Hein. Ça peut être des changements permanents, des changements organisationnels, des changements Oui, donc ça manque de cadre en fait, ça manque de structure, de routine entre guillemets, on peut être vite perdu. C'est ça, on est perdu. Et donc on est plus facilement malléable. Et du coup, un arrêt moyen, on dit que c'est entre... Alors, j'aime bien parce que... On dit que c'est entre 6 et 12 mois. Est-ce que toi, tu as des retours un peu de chiffres? Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu dis que c'est un minimum, un maximum? Est-ce que les gens prennent réellement 6 mois d'arrêt? Ah oui, ça peut être très long, ouais. Ouais, ça peut être très long. Ça peut même être 1 an, 2 ans. Ouais. Ça dépend, en fait, à quel moment la personne, elle arrive. Et si la personne en a vraiment conscience? Parce que si la personne n'en a pas conscience, elle peut se dire qu'elle peut... Parce que moi, j'ai des gens qui m'entourent qui, en effet, se disent « Je suis un peu fatiguée en ce moment, ça va pas trop. Je vais prendre 2 semaines. » Tu sais, ou je vais prendre 1 mois. Et en fait, elles prennent, par exemple, 2 semaines, elles reviennent au travail, et en fait, elles se rendent compte que ça va pas. Et 6 mois après, elles reprennent 2 semaines, etc., etc. Parce que ce qui crée, en fait... ce qui va amener au burn-out, c'est parce que on vit tout le temps des situations de stress. On peut vivre des situations de stress au travail et c'est normal. Mais c'est le temps de récupération. C'est ce que des fois on est tellement épuisé qu'une semaine ça ne suffira pas, 2 semaines de vacances ça ne suffira pas. Voilà. Et donc on se dit j'ai quand même passé 2 semaines comme tout le monde. Et je reviens au travail et en fait, je me suis pas ressourcée quelque part. Hein. Mais bien sûr. Mais en plus, pour moi, être en arrêt quand tu as un burn-out, t'es pas en vacances en fait. Tu te reposes pas, t'es épuisé en fait. Oui, là je parle des gens qui prennent des vacances au départ et en fait ils se rendent compte que finalement
partir 15 jours en vacances, c'est pas suffisant parce que ils mettent 3-4 jours, voire 5 jours à sortir des pensées au travail. Et puis 4 jours avant de reprendre, ils repensent au travail. Et donc finalement, ils ne se sont pas reposés. Puis souvent partir en vacances c'est épuisant aussi. Donc... oui. Le burn-out, c'est quand même, tu l'as un peu expliqué au tout début, mais il y a 3 dimensions. Il y a l'épuisement physique et émotionnel. Donc on va aller un petit peu plus loin que le stress chronique. C'est une perte d'énergie, un sentiment de vide, une fatigue psychologique, donc elle ne peut pas être améliorée par le repos. Des difficultés cognitives, ce qu'on a dit, tous les troubles de concentration, des fois même des incapacités à exprimer ses émotions ou des crises de colère. Ouais. Et puis aussi, il y a la dimension de ce qu'on appelle la dépersonnalisation. C'est la dimension qui est interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une perte de la qualité relationnelle avec les autres, que ce soit avec les collègues, les supérieurs, les clients, les bénéficiaires avec qui on travaille, voilà. Et donc, ces autres, ils vont être perçus comme des éléments dérangeants. On va essayer de s'éloigner d'eux, ou en tout cas de mettre une espèce de mécanisme de défense, une barrière, pour garder le peu d'énergie qu'on a. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on ne peut plus s'investir. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est moins efficace. Et parce que le corps aussi se met en défense automatique, tu vois, pour se garder, se préserver en fait, et garder le peu d'énergie qu'il a et qu'il lui reste. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que le collègue, il est feignant, il veut rien faire. Mais en fait, c'est peut-être parce il se met en retrait, parce qu'il ne peut plus s'investir, ça lui coûte trop, ou bien ça va être celui qui est toujours très agressif, à qui on ne demande plus rien. Voilà, donc tu vois, le mécanisme de défense, c'est que j'agresse tout le monde, comme ça on ne me demande plus rien et je me protège. C'est une façon de se protéger. Mais ça peut être du cynisme, ça peut aller jusqu'à la maltraitance. C'est-à-dire ne plus supporter, par exemple, chez les soignants, ne plus supporter le malade parce qu'en fait, on ne peut plus s'investir, on ne peut plus l'aider, on n'y arrive plus, on est trop en échec. Et ça, c'est lié aussi aux conditions de travail. Si j'ai que quelques minutes pour faire la toilette d'un patient, j'aurais pas le sentiment d'avoir bien aidé. Voilà, exactement. Voilà. Et puis après, il y a un autre facteur, c'est la diminution du sens de l'accomplissement personnel et de la réalisation de soi. On a l'impression qu'on se sent inefficace, on a perdu le sens, on perd une perte d'estime de soi. Ça, c'est très important aussi. Perte d'estime de soi. Ouais, une perte de confiance et de reconnaissance au travail qui est important, qui est un leitmotiv aussi. Et si on l'a plus, on n'avance plus. Et surtout, en fait, là, on se sent inefficace. C'est-à-dire que ça se retourne un peu contre nous. Moi, je voulais te poser une autre question, du coup, Sylvie. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu trouves qu'il y a un contraste entre le burn-out en entreprise? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Alors, je ne peux pas dire que statistiquement, j'ai vu plus d'hommes que de femmes. J'ai pas réussi à trouver vraiment une statistique qui pourrait être significative. En revanche, je trouve ce qui est intéressant pour comprendre le burn-out, c'est le récit qui est souvent un petit peu le même parce que en fait, il y a le développement insidieux du burn-out et de cette incapacité à faire face. C'est le stress chronique qui s'installe, la perte d'estime de soi et souvent le rejet, le dégoût qu'on a pour son travail alors qu'on l'aimait. Et ça, c'est très significatif, je trouve, du burn-out. Voilà. Et ensuite, la rupture. Ça, je te parle vraiment de ce que j'ai reçu en clinique. La rupture avec le travail. Donc ça peut être une crise d'angoisse au travail, une crise de nerfs, ou une incapacité à se lever de son lit du jour au lendemain, une phobie du trajet ou de l'entreprise, une sciatique paralysante, voilà. Une rupture qui nous oblige à sortir du milieu du travail. C'est dingue qu'on soit obligé d'en arriver là pour capter... Alors, du coup, justement, ces symptômes qui sont assez graves, est-ce que le burn-out aujourd'hui est reconnu comme une maladie ou pas? Moi, j'ai entendu dire que l'OMS commençait à reconnaître le burn-out comme une maladie, mais quand tu regardes bien, j'ai fait mes petites recherches, clairement, le burn-out n'est pas du tout reconnu comme une maladie. Non, pas encore.
En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà. Ça a l'air très compliqué pour le reconnaître comme une maladie. Ouais. Mais c'est quand même grave parce que les personnes en burn-out, elles sont arrêtées. Alors, il y a des conséquences en plus économiques, on va dire, l'absentéisme, le présentéisme, les arrêts maladie, les inaptitudes au travail. Quelques millions à Exactement. Maladie, quand même. Donc, les entreprises, elles ont tout intérêt, elles aussi, à se faire accompagner pour mettre en place des mesures de prévention efficaces et adaptées. Et c'est grave parce que les personnes en burn-out qui sont arrêtées plusieurs mois, elles ont pu être amenées à avoir des pensées suicidaires et voire même le passage à l'acte. On le voit dans les suicides chez France Télécom, qui, eux, ont été reconnus comme, je crois, accidents du travail. D'accord. Voilà, Ouais, parce que c'est même pas reconnu comme accident du travail, là, à l'heure actuelle, en dehors de... Non, il faut vraiment qu'il y ait des critères très spécifiques. Et là, c'est plutôt la médecine du travail qui est plus spécialisée pour répondre à cette question. Justement, c'est un peu la question un peu de la fin dont je voulais voir. Du coup, quelles seraient un peu les solutions, entre guillemets, ou de prévention. Donc, il y a l'assurance maladie. On a parlé d'aller consulter des psychiatres, de faire de la prévention en entreprise, de mettre en place d'autres dispositifs dans le milieu du travail. Du coup, est-ce que tu voudrais ajouter des choses Oui, mais oui. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter la médecine du travail. Voilà. Chaque salarié peut interpeller la médecine du travail sans l'accord de son employeur. Ça, c'est hyper important. Mais ça, on ne le sait pas tous en plus. Voilà. Moi, je pensais qu'on passait que par le travail au début. Et en fait, non, on peut aller les voir même en individuel. Et on peut consulter son médecin généraliste parce que souvent, comme il nous connaît, il dit attention, là, je sens qu'il y a un souci, je vous sens, vous êtes en burn-out. Des fois, ils font le diagnostic aussi. Donc, ils vous disent je vous arrête. Ça permet peut-être aussi de se déculpabiliser, parce qu'il y a quand même une grosse culpabilité. Ah mais complètement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est qu'en plus d'avoir cette notion de déni un peu, parce qu'on est un peu perfectionniste et tout, mais il y a cette culpabilité qui est énorme en fait, de ne pas aller travailler, d'être... moi je l'entendais, de se sentir un peu inefficace, de se sentir complètement pas du tout productif, tu vois. Et pour certaines personnes, ne rien faire à la maison, c'est être comme une merde en fait. Et donc il faut aller travailler, il faut se sentir bien, productif. Donc accepter déjà ça et aller chez le médecin pour se dire là je suis peut-être un peu malade. Déjà rien que le mot aussi ça peut, tu vois, ça peut faire mal. Il y a un pas, je trouve. Donc en effet il y a j'ai mangé le nom, la médecine du travail. Les médecins généralistes, les psychologues, il y a des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, le psychiatre aussi, ça peut être, voilà. Et surtout se mettre en retrait, en arrêt de travail, ne plus consulter sa messagerie, s'éloigner de toute forme de stimulation qui rappelle le travail. Parce que sinon, on ne va pas réussir à prendre le recul. Il ne faut pas oublier que le monde, la Terre ne s'arrête pas de tourner si on ne va pas travailler. Moi, je voulais aussi peut-être ajouter qu'il y avait des associations, parce qu'avec ce sujet-là, je me suis un peu renseignée, j'ai fait mes recherches, et c'est vrai qu'en fait, il y a quand même quelques associations. Alors, elles ne sont pas nombreuses, on est d'accord, mais il y a quand même quelques associations en France. Il y a les Burnettes sur... Ouais, je t'en ai parlé. Sur Bordeaux, qui est une super association qui aide les femmes en burn-out. J'ai aussi découvert VLB. Alors, je suis désolée, j'ai mangé ce que ça voulait dire. Je sais juste que la fin, ça veut dire burn-out. Mais ils ont un super site. Je trouve qu'il est très bien fait sur les préventions aussi du burn-out. Et ils accompagnent. Vaincre le burn-out. Merci Jade. C'est Vaincre le burn-out. Vous pouvez aller regarder sur Internet du coup. Je trouve que leur site est très très bien fait. Il y a, c'est toi qui m'en as parlé, Marie Peset. Oui. Juste, je voulais un peu aussi parler de comment on peut faire aussi pour se sortir, enfin, comment on peut éviter le burn-out. Je pense que si un conseil à donner, c'est d'être attentif aux symptômes du stress et aux changements de comportement, aux changements d'habitude. Tu vois, avant tu faisais du sport, maintenant tu en fais plus. D'essayer de repérer tout ça, quoi.
peut-être repérer aussi, entendre ce que nous disent les autres, exactement, et toujours prendre soin de soi. Alors ça paraît bête comme ça, mais c'est de ne pas lâcher les activités qui nous font du bien et qui nous ressourcent. Ça, c'est très important, même si on est fatigué. Mais par contre, c'est intéressant de repérer, tiens, en ce moment, j'ai du mal justement à aller à mon activité de danse ou de sport. Et ça peut être une alerte. Ce que les gens qui ont vécu un burn-out vont repérer très facilement après. Oui. Et puis aussi, peut-être travailler sur ce qu'on appelle l'affirmation de soi, c'est-à-dire apprendre à dire non, apprendre aussi à poser ses propres limites. Je pense que ça, c'est important. On a chacune nos propres limites. Donc ça, c'est des techniques d'affirmation de soi. Ça s'apprend, en fait, c'est très comportemental, pour un peu, justement, poser les limites avant d'être dans des comportements d'agressivité, par exemple. Voilà. Et parce qu'on doit faire aussi reconnaître nos droits et notre situation de femme. Et aujourd'hui, je pense qu'on en parle un peu on commence à en parler, les menstruations, avoir des congés. Dans les pays du Nord, ça se fait déjà. Et ce qu'on disait tout à l'heure, de s'extraire de l'environnement du travail, parce que dès les premiers symptômes, vaut mieux s'arrêter 1 semaine que 7 mois. Oui, non mais complètement. Et j'allais un peu en parler aussi, c'est donc aller voir les psys, médecine du travail, etc. Mais il y a aussi en effet se reconnecter à soi et se faire du bien en fait. Ne pas hésiter à... Enfin, moi, je sais que personnellement c'est ce que j'aime bien faire, mais aller me faire masser de temps en temps parce que j'ai besoin de ce rapport au corps, libérer les tensions, etc. Aller faire du yoga, aller faire de la marche, aller méditer, continuer le dessin, etc. Et je trouve qu'en effet, c'est important parce qu'il y a besoin de se lâcher prise en dehors du travail, tu vois, et de se reconnecter à soi à côté. Et c'est ce qui permet de toujours savoir qui on est, en fait, tu vois, de par ses activités, de par ses hobbies, etc., etc. Et c'est intéressant que tu en parles là parce que justement... Du coup, j'en profite pour faire un petit parallèle. Le dimanche 24 mars, lors du festival donc des Ailes, dans la programmation, on fait une journée complète sur justement l'équilibre vie perso, vie pro. Et donc toute la matinée est consacrée à des ateliers, donc c'est sur inscription, donc je vous invite à vous inscrire, donc c'est gratuit hein, bien sûr, mais c'est sur inscription. Il y aura des petits ateliers justement pour faire tout ce que tu as dit, donc on commencera par un Miracle Morning, un peu pour justement commencer la journée, tu sais, avec un bon peps, être détendu avec des petits exercices un peu physiques et d'écriture. Après il y aura aussi du shiatsu sur toute la matinée, donc ça c'est de l'acupression par le toucher. Il y a Feel Good qui va intervenir aussi, qui va nous faire un atelier donc c'est ce que tu disais, d'affirmation de soi, un peu de confiance en soi, parce que ça aide. Et on aura aussi une petite partie Noémie qui va intervenir pour faire de la sophrologie. Donc ça sera toute la matinée et je trouve ça chouette parce que je sais que moi, quand j'ai eu un moment où j'allais moins bien, la sophrologie, par exemple, m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et toute l'après-midi, il y aura une conférence et un débat sur le burn-out au travail et le burn-out postpartum aussi. Donc ça, je fais le petit aparté, mais je trouvais ça intéressant parce que ça reprend un peu ce que tu dis. Donc je vous invite à venir d'ailleurs à cette journée-là. Surtout, c'est que tu me disais, est-ce que les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de burn-out? J'ai pas trouvé de statistiques, mais en même temps, si on réfléchit, on a des métiers qui sont assez genrés et les femmes sont surtout sur des activités de service ou les métiers qu'on appelle du care, dans le social, dans la santé. Et qui demandent déjà, en fait, parce qu'on travaille du coup avec des bénéficiaires, avec des patients qui sont en difficulté, en détresse, qui sont malades. Donc ça nous demande énormément d'investissement émotionnel. Tu vois, limite, ça vide tout de suite notre énergie. Donc il faut toujours récupérer en dehors du travail. Donc pour ça, je dirais que oui, sûrement, on va être plus susceptible, on va avoir plus de probabilité. Et puis je fais un parallèle, mais qui en même temps est en lien, c'est-à-dire que les femmes ont aussi une charge mentale qui est quand même supérieure, ne serait-ce qu'au niveau des tâches domestiques, ménagères, et pour celles qui ont des enfants, la surcharge aussi mentale des enfants. On le voit par des statistiques et des chiffres où les femmes entrepreneurs, on en a parlé pendant le premier podcast, elles ont un peu plus de
de mal à tenir en longueur certains métiers certains métiers à responsabilité ou des auto-entreprises, etc. Parce qu'à un moment donné se pose la question de être maman ou tâches ménagères supplémentaires ou justement arrêter certains hobbies et passions parce que on se met plus de travail. Je pense que c'est surtout aussi si la contrainte, elle est la contrainte de l'environnement, en fait, des situations stressantes, elles sont subies ou choisies. Tu vois, si par exemple, on a des enfants, on peut être très contente et même se ressourcer le soir de prendre le bain de faire prendre le bain aux enfants. Ça peut être de les voir rire. Ça peut nous ressourcer. Mais si c'est subi parce que on vient de divorcer et qu'on n'avait pas choisi, là, ça peut devenir stressant parce que du coup, on a toute la charge mentale et toute la responsabilité des enfants. On peut plus la partager. Peut-être que ça, oui, ça. Mais on parle de burn-out au travail, mais c'est vrai qu'il y a tous les facteurs, on en a parlé pendant tout ce podcast, les symptômes, les facteurs liés au travail. Après, il y a aussi des conditions dans la vie perso, en fait, qui jouent sur ces facteurs-là. Il y a le domaine du travail, mais pas que. Il y a le domaine aussi de la vie perso. Peut-être pas rentrer dans le débat, parce que je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un autre podcast, du coup. Mais en tout cas, voilà, donc on parle un peu de ces solutions, de ces outils sources pour mieux nous aider. J'avais aussi envie de parler d'un podcast que j'ai écouté hier que j'ai beaucoup aimé. Alors, il y en a plein, malheureusement, je ne les ai pas tous notés, mais c'est le podcast Le bonheur me va si bien, avec Anne Prévost qui intervient, qui est une Canadienne qui intervient dans ce podcast, qui est thérapeute en relation d'aide et conférencière en prévention de l'épuisement. Et je trouve que ce podcast est très très bien résumé et elle parle de beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Donc je voulais lui faire un petit clin d'œil à ce podcast. Bien sûr, il y en a d'autres, je ne peux pas tout citer, mais voilà. Avant de conclure, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sylvie ? Déjà, merci pour tout ce temps, parce que je pense qu'on a dépassé le temps, mais en tout cas, c'était super intéressant et donc merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Un mot de la fin, je pense que je ne sais pas si tu connais Danielle Linhart, qui est sociologue, et elle dit que d'un point de vue dans la société, il y a eu une surhumanisation du travail. C'est-à-dire qu'on a responsabilisé, on a culpabilisé le salarié, c'est lui qui est responsable de son travail, et en même temps, ça a créé une perte de la professionnalisation, et je trouve que ça c'est intéressant à voir. Et donc on surinvestit l'humain, mais pas le professionnel. Donc tu vois, en fait, il y a une espèce de mélange entre l'identité sociale et l'identité personnelle, même si déjà, en fait, ce n'est qu'une même personne, mais là, c'est encore plus flouté, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on est culpabilise et qu'on se sent plus responsable. Et je pense que on peut aller voir les travaux donc, de Danielle Linhart, la sociologue, les travaux de Christophe Desjours, qui est un psychiatre dans la clinique du travail, et les travaux de Marie Peset, qui a créé les premières cellules de souffrance au travail. Et je dirais aussi de faire attention aux nouvelles formes de management, les Chief Happiness Officer, je ne sais même plus comment on dit, Chief Happiness Officer, les entreprises libérées, où c'est peut-être un faux bonheur et une fausse liberté et qui rajoute à la culpabilisation parce que du coup, si tu n'es pas bien au travail alors que tout est chouette, c'est que ce sera de ta faute. Voilà. Je crois qu'il faut remettre du collectif au travail, du soutien social. Il faut avoir le sentiment que nos collègues sont là pour nous aider s'il y a un souci et en même temps un échange pour traverser des difficultés au travail. Parce qu'il y en a toujours des difficultés au travail. Mais si on se sent entraider, on peut traverser vraiment de grandes périodes de stress au travail. Et individuellement, je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, ne pas avoir honte, ne pas hésiter à en parler. L'estime de soi n'est pas déterminée que par le travail. Hein. On a de la valeur simplement en tant qu'être humain, hein. Même si on a besoin du travail pour exister socialement et a besoin de contribuer dans la société. Et c'est ça tout le paradoxe. Équilibre vie perso, vie pro. Merci beaucoup Sylvie. Merci à toi. Donc je vais faire une petite conclusion. Pour rappel, vous l'auriez compris, le Festival des Ailes à La Rochelle, le festival qui aura lieu d'ici quelques jours, donc c'est très chouette, tout le long du mois de mars, au programme, ateliers, rencontres, j'en ai parlé un peu avec la journée du dimanche 24 mars, mais pas que bien sûr, projection de films et de nombreux autres événements. Merci beaucoup et à bientôt.